d'assurer pour le secteur de l'éducation la gestion des différentes formes de partenariat, que ce soit partenariat public-privé en termes de réseau public, réseau privé, que ce soit sous l'angle des partenaires techniques et financiers, que ce soit des associations intervenant dans le secteur, des organisations non gouvernementales. C'est assurer la gestion du partenariat. D'une part, par le fait que le réseau public, le réseau privé est prédominant dans l'offre scolaire, dans le parc scolaire, on veut aussi, la loi exige que l'État haïtien, que le ministère de l'Éducation nationale, par l'Office national de partenariat, assure la participation effective du réseau privé dans les processus d'élaboration de politiques en éducation et dans le processus de mise en œuvre des politiques éducatives. Troisièmement, il y a tellement ce que le ministre d'État haïtien sait, surtout en matière de financement de l'éducation, c'est essentiellement, particulièrement, ce que le budget national attribue au secteur d'éducation. Et d'une part, d'autre part, les fonds qui arrivent dans le secteur par l'intermédiaire des partenaires techniques et financiers, donc la Banque mondiale, la BID, la Banque interaméricaine de développement, l'AFD, la Banque de développement de la Caraïbe, l'Union européenne. Maintenant, l'argent qui arrive en éducation, pour le secteur d'éducation en Haïti, passant par les associations, passant par les ONG, CARE, US, etc., World Vision, Vision mondiale, l'État haïtien n'en sait absolument rien. Ça veut dire que ces financements ne figurent pas dans ce tableau de financement de l'éducation. Le ministère n'en sait rien. Demandez à l'État haïtien ce que représente le financement de l'éducation en Haïti. On va vous dire les projets financés par la Banque mondiale, les partenaires techniques et financiers. Mais pour le reste, on n'en sait absolument rien. Donc, l'Office national est appelé à permettre à l'État haïtien d'avoir une vue d'ensemble du financement de l'éducation. Et non seulement vue d'ensemble du financement de l'éducation, mais encore les interventions. Ça veut dire enchasser les interventions. Ça veut dire réaliser l'alignement nécessaire entre les interventions qui arrivent pour le secteur et les besoins du secteur en lien avec l'énoncé des politiques éducatives. Maintenant, l'ONAP est appelé à assurer la synergie, à réaliser pour le secteur de l'éducation l'harmonisation nécessaire en vue d'assurer dans les meilleures conditions possibles l'offre scolaire en lien avec le développement du pays, en lien avec le développement des enfants. Et ce que vous avez dit, tout ce qu'on a dit tout à tantôt, correspond fondamentalement aux préoccupations de l'État haïtien, lesquelles préoccupations traversent la loi de 2007 qui a créé l'Office national de partenariat. Fini là? On a laissé pour la table ronde. Oui, voilà. C'est que, voilà, les 10 minutes sont presque épuisées là. Merci pour le rappel. Je dis un dernier mot. Pour l'ensemble des organisations qui opèrent, qui viennent apporter leur appui à l'éducation en Haïti, vous avez une porte d'entrée. La porte d'entrée de toutes les interventions, c'est l'Office national de partenariat. C'est justement ce message qu'on vous apporte. Désormais, on va travailler ensemble en vue d'en chasser les interventions dans des règlements, dans des principes. Et là, on verra, je suis là pour 2 jours, je suis là au-delà des 2 jours, comme directeur de ce que nous faisons en Haïti. Maintenant, je serai là pour répondre aux questions et demain, il va y avoir un développement majeur par rapport aux préoccupations du secteur développées actuellement. L'ONAP coordonne actuellement, en fonction de sa mission, l'élaboration de la nouvelle politique éducative. Ça s'appelle Plan décennal d'éducation et de formation. Demain, vous en saurez plus simplement. Je vous en remercie. Merci. C'était tout de Vincent Mélodie. C'est
tour de Vincent, c'est ça, Mélodie, de venir nous dire quelques mots sur ce qu'il dira dans les ateliers et la table ronde. Il ne faut pas tout dire aujourd'hui. De nous voir toutes et à tous, plaisir de saluer les organisateurs de l'événement. Je pense que M. Delima a déjà fait l'essentiel en rappelant un peu les éléments évidemment qui seront à l'ordre du jour en termes de présentation. C'est un plaisir pour nous d'être là et de partager ces moments d'échange avec vous. Au carrefour où nous en sommes arrivés, où nous voulons faire le virage vers la qualité de l'éducation, annoncé dans plusieurs plans, surtout le cadre, quand nous parlons du plan décennal d'éducation et de formation, qui est pratiquement finalisé, le plan de 2018 à 2028, c'est le démonstration, en tout cas, qui va guider les actions du secteur de l'éducation, justement, comme ceci a été présenté dans le cadre d'action d'éducation 2030, la stratégie partenariale est créée pour atteindre les objectifs d'éducation. Et c'est un plaisir de retrouver ici des acteurs, en tout cas, des compatriotes, à la fois venant d'Haïti et aussi ces partenaires français qui sont là et qui veulent contribuer à faire avancer la cause de l'éducation. Pas seulement, c'est vrai qu'il y a aussi des interventions ailleurs, mais pour avancer, pour atteindre d'autres objectifs. L'éducation et la création. Nous sommes heureux de voir cette mobilisation. Vraiment, quand on voit l'intérêt porté par différents acteurs qui voudraient voir ce pays sortir de différents problèmes qu'on se laisse un peu partout, c'est un plaisir de retrouver évidemment cette grande mobilisation. Des acteurs un peu partout qui veulent contribuer à avoir ce développement qui passe nécessairement par l'éducation. C'est vraiment un plaisir pour moi. Je pense que ce plaisir est partagé par évidemment le directeur général de l'humanitaire, qui vient de souligner que quand on parle de coopération, aujourd'hui il y a une instance qui sert de facilitateur pour le secteur public et non public, mais aussi pour d'autres acteurs. Parce qu'il nous faut à la fois gérer mieux le secteur éducation, avancer avec des acteurs qui veulent collaborer, qui veulent avancer. Le partenariat, évidemment, est incontournable compte tenu de la répartition des ressources aujourd'hui. De plus en plus, il y a de moins en moins de ressources allouées à l'éducation. Il faut des stratégies innovantes, il nous faut mettre en commun nos ressources pour voir ce qu'on peut faire. C'est intéressant de voir cette mobilisation pour approcher les choses d'une autre manière, pour apporter d'autres éléments de réponse avec des stratégies innovantes. Et pour réussir, il nous faut harmoniser. D'où, évidemment, l'importance de la structuration de vos actions. Comment un acteur peut compléter un acteur et non pas intervenir dans un champ et puis on oublie évidemment les autres. Donc la coordination et l'harmonisation des actions est importante, d'où évidemment la création de l'ONAP, la nécessité de mieux coordonner vos interventions en Haïti, la nécessité évidemment que cette mobilisation soit fructueuse, parce que en fait, qu'est-ce qu'on veut? Que l'enfant en salle de classe puisse vraiment maîtriser évidemment l'ensemble des savoirs que nous voulons, puisse être utile au pays, puisse être utile à la société, au monde évidemment, au-delà des citoyens haïtiens et des citoyens du monde. Donc cette mobilisation, elle doit être utile dans la mesure où nous parvenions évidemment, nous devons parvenir à cette collaboration utile entre vous déjà et entre nous pour atteindre évidemment les objectifs fixés, que ce soit à travers le cadre d'éducation, mais surtout ce plan qui va guider nos actions, le plan décennal d'éducation et de formation. Donc, le plaisir d'être avec vous, nous aurons le temps d'échanger demain, d'approfondir les choses, mais vraiment, je pense que ça rejoint un peu les acteurs, les Haïtiens et les Haïtiennes qui voudraient voir changer les choses. Ce jeune qui voudrait voir l'espoir, qu'on tend des bras à perdre, et qu'on voit évidemment cette mobilisation par rapport à des aînés qui ont laissé le pays peut-être depuis les années 60 et qui continuent à se mobiliser pour faire avancer avec des partenaires français qui croient évidemment que l'éducation,
c'est la clé de l'avenir et c'est par là qu'on peut aider à faire avancer ce pays qui nous est cher. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous et à demain pour approfondir les échanges sur d'autres choses. Il y a quelqu'un dans la salle qui, il y a 10 jours, était au Congrès international des maisons familiales à Dakar. Et elle est rentrée en Haïti, elle est repartie pour être là aujourd'hui. Hélas, avec les avions en retard et puis des péripéties dans les aéroports, elle arrive là très fatiguée. Je ne lui demande pas de faire un aussi beau discours, mais je lui demande de venir pour se présenter et de dire un petit peu ce qu'elle fera, ce qu'elle dira dans les tables rondes, mais vraiment de manière très succincte. Et j'appelle l'humaine Michel, de l'AFLI-DEPA, agronome de formation, AFLI-DEPA, et aussi qui accompagne le projet MFR en Haïti. Voilà. Je tiens à vous saluer au nom d'AFLI-DEPA. Je suis Lumène Michel, secrétaire générale d'AFLI-DEPA. AFLI-DEPA, c'est l'association des femmes de limonade pour le développement de la production agricole et artisanale. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les membres du collectif Haïti France et tous les autres partenaires qui ont jeté le devoir sur AFLI-DEPA en ma personne pour pouvoir discuter sur ce point-là. L'entrepreneuriat des femmes, ça part dans l'économie haïtienne. Et je pense que j'aurai à prendre la parole aussi sur la souveraineté alimentaire. Et un concept très important pour Haïti. Et l'entrepreneuriat des femmes aussi, c'est un lot important pour nous autres en Haïti, parce que on va discuter peut-être dans les tables rondes demain sur l'entrepreneuriat des femmes, et ça part vraiment dans l'économie haïtienne, et le rôle des femmes, et surtout, est-ce que l'entrepreneuriat des femmes est valorisé en Haïti? On va voir tout ça et peut-être demain, et on va parler aussi sur la souveraineté alimentaire. Et on va voir est-ce que vraiment en Haïti on peut parler vraiment de ce concept, souveraineté alimentaire, et ça va nous amener à la sécurité alimentaire. Est-ce que ça existe vraiment en Haïti? Et je pense qu'on aura beau travailler pour arriver à la souveraineté alimentaire qui aura nous mener à la sécurité alimentaire. J'espère que demain on aura plus de temps pour discuter là-dessus. Merci. Je crois que la représentation haïtienne est belle, intéressante, et demain nous aurons de quoi travailler, de quoi réfléchir, de quoi partager des expériences. Il nous reste maintenant 2 sujets à aborder, c'est l'eau et la santé, et puis, oui, de la souveraineté alimentaire qui sera animée par Marie-Claire Aguet, que j'appelle au micro, et puis la santé par Michel Albouy, que j'appelle aussi. Donc vous prenez la parole l'une après l'autre.
je ne vous appelle pas pour un dialogue, mais... Oui, quand même. Ok, ciao. Allez, vous allez. Tout d'abord, bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc, des personnes, parce que j'ai salué quelques personnes, mais pas tout le monde. Donc, juste un mot pour dire, je m'appelle donc Marie-Pierre Aguet, je fais partie de l'association Grandir en Haïti, qui est membre du collectif Haïti Occitanie. Et entre autres, donc, je suis agronome et je vis sur une ferme. Je dis exprès le mot ferme puisque je suis chargée de traiter de la souveraineté alimentaire. Donc derrière ferme, il y a agriculture paysanne. Voilà. Mon propos, là, pour le moment, ça va être une sorte d'introduction à la table ronde de demain, de façon à ce que, j'allais dire, chaque personne puisse peut-être partir sur les mêmes bases quand on parle de sécurité alimentaire ou de souveraineté alimentaire. Parce que finalement, ce sont deux concepts complémentaires, différents et qui ne recouvrent vraiment pas tout à fait les mêmes choses. Donc, merci d'abord à Guy qui fait office qui fait tourner les diapos. Alors, en guise de préambule, donc deux concepts, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Ah, il n'y a rien. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est un petit diaporama très court et que je pourrais remettre à qui voudra la voir pour avoir les sources aussi bibliographiques. Alors, qu'est-ce que c'est que la sécurité? Parce que souvent, on parle d'abord de sécurité alimentaire. Donc, je vous donne la définition qui a été donnée au Sommet mondial de l'alimentation en 1996. Donc, on entend par sécurité alimentaire, donc, il faut que l'alimentation soit assurée quand tous les êtres humains, à tout moment, ont économiquement et physiquement accès à la nourriture. Il faut que cette nourriture soit suffisante et nutritive, l'idée étant que les gens puissent vivre correctement et mener une vie saine et active. Ça, c'est la définition qui a été donnée en 1996. Donc derrière ça, ça veut dire la disponibilité physique des aliments. Effectivement, cette disponibilité, elle dépend de deux choses. La production nationale et aussi les importations, dont on peut discuter d'ailleurs, le bien fondé ou pas, et également la capacité des pays à stocker aussi la nourriture suffisante, notamment aux intersaisons. Il faut aussi que les gens puissent avoir accès économiquement et physiquement à cette nourriture. Économiquement, ça veut dire avoir les moyens suffisants pour acheter, et puis physiquement, ça veut dire aussi que il y a une organisation au niveau du pays qui permet d'acheminer la nourriture là où elle doit être. Enfin, il faut qu'il y ait une qualité des aliments. On se rappelle les drames qu'il y a pu avoir en Afrique lorsqu'on a fait boire du lait, j'allais dire, en poudre à des enfants avec de l'eau qui n'était pas potable. Voilà. Il y avait peut-être apporté l'aliment, mais de savoir de quoi il parle, enfin, comment on distribue. Ensuite, ça veut dire innocuité, salubrité. Ça veut dire aussi que les gens ils ont les moyens d'utiliser cette nourriture dans des bonnes conditions. Enfin, le dernier point, c'est la stabilité dans le temps. C'est-à-dire que si l'un ou l'autre de ces trois critères précédents ne sont pas réunis, il n'y aura pas de sécurité alimentaire. Donc ça, c'est la notion de sécurité alimentaire telle qu'elle est, je dirais, utilisée et acceptée. Mais sécurité alimentaire, c'est une chose, c'est-à-dire le quoi. Ensuite, qu'entend-on par souveraineté alimentaire? Alors, la souveraineté alimentaire est un concept qui a été aussi apporté là par les organisations paysannes en 1987 à ce même sommet donc, alimentaire. Et on s'interroge autrement. Aujourd'hui, la définition qu'on en donne, en tout cas qu'on a donnée via Clandestina à sa dernière conférence en 2017, qui a eu lieu donc au Pays Basque espagnol. Donc je vous lis, c'est tout simple. La souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée. Ça, c'est important aussi, culturellement appropriée. Est-ce qu'il faut manger du riz tout le temps, ou bien du poutine, ou bien des haricots?
produite avec des méthodes durables. Qu'est-ce qu'on entend par méthode durable? Est-ce que des intrants, des pesticides à tout va, c'est durable ou pas? Comment? Parce que ça veut dire derrière la protection des ressources naturelles. Et le droit de définir les propres systèmes agricoles et alimentaires. Ça, c'est la dernière l'acception qui est quand même assez fréquente. Aussi, la souveraineté alimentaire, elle s'oppose souvent justement à l'Organisation mondiale du commerce, pour qui le monde, j'allais dire, je résume, le grand slogan, le monde est une marchandise, y compris la nourriture. Et justement, c'est la grande question, est-ce qu'on peut dire que la nourriture est une marchandise comme une autre? Alors, plus récemment, il y a eu donc régulièrement des réunions et des piliers de la souveraineté alimentaire, priorité donnée à l'alimentation des populations, valorisation des producteurs d'aliments, donc des paysans, établissement de systèmes locaux de production, c'est-à-dire pour échapper aussi à une forme de mondialisation qui met à mal les économies locales, renforcement du contrôle local, construction des savoirs et des savoir-faire. N'oublions pas que les paysans, où qu'ils soient, alphabètes ou éduqués, ils ont des savoir-faire qui souvent ont été négligés. Là, on peut parler d'Haïti, on peut parler aussi des générations précédentes, des agriculteurs ici en Europe ou aux États-Unis. Et le travail avec la nature, c'est-à-dire respect de l'environnement. Alors, tout ça, ça peut se décliner de manière concrète, et c'est, je pense que demain dans les tables rondes, c'est là où on va pouvoir approfondir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire donner priorité à la production locale, permettre aux paysans d'avoir accès aux méthodes de production, y compris accès à la terre, donc avec réforme agraire si besoin. Nous, on n'est pas concernés peut-être ici, mais dans les pays du Sud et peut-être en Haïti, il y a des points qui peuvent être abordés. C'est aussi payer le prix juste aux paysans pour le travail qu'ils font. C'est également donner le droit aux États de protéger leur agriculture. Et c'est reconnaître aussi, on a parlé des femmes tout à l'heure, le droit des paysannes qui jouent un rôle essentiel aussi au niveau de la souveraineté alimentaire. Et c'est aussi participer aux populations. Autrement dit, c'est faire en sorte que la question agricole ne soit pas une simple question d'agriculteurs ou de paysans, mais aussi une question de société. Et en résumé, donc, la sécurité alimentaire, c'est le quoi? La souveraineté alimentaire, c'est on se pose la question du comment et qui décide. Et pour résumer une phrase qui a été faite par un paysan du Sud, dire en prison, on peut accéder à la sécurité alimentaire. On n'aura jamais de souveraineté alimentaire. Et, évidemment, on parle pour les gens qui sont prisonniers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la souveraineté alimentaire, ce sont les pays du Sud qui ont déjà embrayé là-dessus et qui nous ouvrent la marche. À titre d'exemple, plusieurs pays du Sud ont déjà inscrit dans leur constitution la nécessité de la souveraineté alimentaire. Donc, les cités, donc l'Équateur en 2008, le Sénégal, le Mali, la Bolivie, le Népal, le Venezuela, l'Égypte. Mais aussi les pays du Nord, on est concernés par ça. Ainsi, par exemple, on commence à parler, notamment au Québec, mais même aussi en Wallonie, en Belgique, d'exception agricole. Autrement dit, face aux accords bilatéraux entre les pays, face au diktat de l'OMC, d'inscrire l'agriculture au même titre que l'exception culturelle. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on dit l'agriculture, elle a une fonction nourricière, mais elle a aussi d'autres fonctions par rapport à l'environnement, par rapport au tissu rural. Et ça, j'allais dire, c'est demain, on va parler essentiellement de ça. On va ici avec Paulette Iskinas qui a participé à un plaidoyer sur la souveraineté alimentaire, avec Louben qui pourra nous parler du rôle des femmes, avec aussi Rémi Roux qui parlera de leurs actions au niveau de Etikam, avec le café, le cacao, parce que le café c'est autre chose, également avec 4 étudiants qui sont allés en Haïti, et surtout parce qu'en fait, juste, et ça sera ma conclusion, quand on parle de souveraineté alimentaire, ça n'exclut pas le commerce. Mais là encore, quel commerce? Comment? Avec qui? Pourquoi? Voilà, je termine là parce qu'il y a encore plein de choses. Je vous remercie. Alors, je me présente, Michel Abou. On t'entend pas? Vous m'entendez? Oui. Alors peut-être que je ne parle pas assez
près. Voilà. Donc, je me présente, Michel Albouy, je suis secrétaire au collectif Haïti depuis 2004. Je suis aussi membre d'Électriciens sans frontières et aussi secrétaire adjointe à l'association Haïti. Alors, je vais vous présenter une petite évaluation sur l'eau à Haïti, l'accès à l'eau et la santé qui en découle. France disait tout à l'heure, l'eau c'est la vie, mais la vie aussi, ça rejoint la santé. Donc on n'a pas la santé, on est peu de choses. Donc l'importance de l'accès à l'eau. Alors, la situation de post-séisme 2010 exigeait de gérer l'urgence tout en construisant l'avenir. C'est ce que conseillait l'organisme de recherche, formation et évaluation, l'URD, urgence, réhabilitation et développement. Ces conseils se retrouvent dans la lettre de l'Observatoire Haïti numéro 10 de mars 2014. L'eau, l'hygiène et l'assainissement, une approche socio-culturelle nécessaire à l'intervention humanitaire en zone métropolitaine. Et aussi, dans son bulletin du numéro 13 de novembre 2014, évaluation de 3 programmes portant sur eau, assainissement et hygiène, réduction des risques de désastres, RRD, moyens de subsistance, abri, renforcement de capacité de 2 centres de santé, qui a été exécuté dans les communes de Léogane et de Cressier, sud-ouest de Port-au-Prince, la zone la plus touchée par la catastrophe. En 2012, Haïti aurait pu rentrer dans une période qui aurait pu être assimilée à celle de la reconstruction. C'est tout ce qu'on avait espéré. Mais, au contraire, sous le regard des observateurs, s'affichait la rareté des produits de soins de santé, la progression de la demande en matières premières, la faiblesse de la production locale, la fragilité immunitaire accrue de la population face à l'avancée de l'épidémie de choléra, la cherté de la vie, le rationnement de la distribution de l'eau et l'augmentation du coût d'énergie. Nous verrons plus tard, un peu plus loin, le rapport de l'énergie et de l'implication de l'énergie dans cette problématique. Aménager un site de soins de santé communautaire en situation d'urgence, c'est prévoir les conditions pour accueillir en soins au quotidien des centaines de patients en souffrance qui